Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 17 novembre 2020 et ça me tente comme ça de faire un direct et puis vous donner un message. Mais avant de continuer, je vais chanter une chanson et puis je vais essayer de vous donner la signification. Dinamo se mose be dim jole be mamio ewe sa chili ke o blolo be ko be bama dinamo. Dinamo se mose dim jole be mamio ewe sa chili ke o blolo be ko be bama dinamo. Dinamo se mose dim jole be mamio ewe sa chili ke o blolo be ko be bama dinamo. C'est une chanson qu'on chantait, j'étais dans une troupe de théâtre dans les années 86-87 et c'est une chanson qu'on utilisait. Je pense que ça veut dire essayer de décoder ce message ou bien essayer de me traduire ce mystère ou quelque chose comme ça là. Quand on meurt, quand on va dans l'au-delà, on ne revient plus. Vous devez comprendre aisément ce que je veux dire parce que je suis encore dans les couleurs qui symbolisent le deuil chez nous. Et donc la Côte d'Ivoire est en deuil. Nous sommes toujours en deuil jusqu'à ce que nous ayons la possibilité de rendre hommage ou bien d'honorer tous nos morts qui sont tombés pour la République. Pour l'instant, nous considérons que nous sommes en deuil. Mais nous ne considérons pas, nous sommes en deuil. Je vais, comme à mon habitude, utiliser deux faits qui se sont réellement passés dans une vie pour pouvoir soutenir le message que j'ai à vous donner. Donc, installez-vous bien, chers tuteurs et tutrices, parce que j'ai dit que c'est vous qui me soutenez, c'est grâce à vous que je suis ce que je suis. Et donc, merci beaucoup de continuer de me faire confiance. C'est l'histoire d'une jeune Coréenne. C'est l'histoire d'une jeune Coréenne qui venait de se marier. Elle a eu un mari vraiment riche et tout. Et le premier jour où ils ont fini le mariage et tout, et puis elle est allée s'installer chez son mari. Dans la région de son mari, ils ont une recette particulière. C'est-à-dire que c'est un poisson qu'on fait cuire en entier. Et donc, quand elle est arrivée, il lui a dit que vraiment, j'aimerais que tu fasses, en tout cas, c'est la coutume là-bas, ou quelque chose comme ça. Là, quand tu arrives, quand tu es le jour de ton mariage, le jour que tu rentres chez ton mari pour y habiter, tu dois faire cette recette-là et tu dois la réussir. Et donc, sa mère lui a appris à faire la recette et tout. Et donc, son mari, en tout cas, ils sont allés acheter les choses, ils ont acheté tous les ingrédients et tout et tout. Et au moment où elle doit préparer le poisson, elle a coupé le poisson vers la queue. Et son mari, il a vu faire, mais bon, c'est la cuisine, hein? Lui, il attendait que le repas soit prêt. Et quand elle a servi la nourriture, il dit, mais où est la queue du poisson? Elle dit, mais je l'ai coupé. Il dit, mais pourquoi tu l'as coupé? Elle dit, je ne sais pas. Ma mère a toujours coupé la queue du poisson. Il dit, mais la recette là, on l'a fait avec la queue, on l'a fait vraiment entièrement. Bon, mais il a mangé quand même. Et puis bon, elle était un peu troublée parce qu'elle n'avait jamais vu que ce poisson-là, on le faisait avec la queue. Sa maman a toujours coupé la queue du poisson. Bon, et puis bon, il n'est pas allé plus loin que ça. Bon, il a mangé quand même, c'était bon pareil. Et le lendemain, puisqu'elle était toujours dans la même région, elle allait voir sa maman. Et puis elle dit, ah mais maman, tu m'as appris à faire la recette du poisson là. Hier, j'ai coupé vers la queue. Mon mari, il était pas content. Il dit que ça se fait avec la queue. Mais tu m'as pas dit que ça se fait avec la queue. Et la maman dit, ah, mais moi aussi, ma mère m'a appris à faire ça sans la queue. Donc, on va aller demander à la maman pourquoi elle fait ça sans la queue, puisque lui, il dit que on fait ça avec la queue. Donc, les deux s'en vont chez la grand-mère.
Et puis on demande à la grand-mère, mais pourquoi est-ce que tu fais la recette là en coupant la queue? Elle dit, ah ok, oui, c'est vrai. En fait, je coupais la queue parce que quand j'étais avec votre grand-père, on était très pauvres. On était tellement pauvres que je n'avais pas les moyens pour m'acheter une plus grosse poêle. Donc la poêle que j'avais là était vraiment petite. Et pour que le poisson puisse contenir dedans, j'étais obligée de couper la queue. Ah, ok. Sinon, elle dit non, effectivement, on fait la recette avec tout le poisson entier. C'est ça même qui fait la recette. Mais je n'avais pas les moyens pour acheter une plus grosse poêle. Et pour que ça puisse contenir dans la poêle, j'étais obligée chaque fois de couper la queue. Maintenant, l'affaire, c'est que la maman de la jeune fille, puisqu'elle a vu sa mère faire ça tout le temps, pour elle, on faisait comme ça, on coupait la queue. Or, c'était juste une question de moyens. Et la jeune fille, elle avait une grosse poêle parce que son mari était riche. Mais elle avait quand même coupé la queue. Elle ne savait pas que c'était pour ça que la grand-mère, elle ne savait pas que c'était pour ça qu'on coupait la queue. Donc, on a des habitudes qu'on traîne et on la transmet à nos enfants, souvent sans même le savoir. On dit, bon, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Souvent, on n'explique pas à nos enfants, mais nos enfants, ils nous voient agir. Et eux aussi, ils répètent ces mêmes gestes-là, sans vraiment en connaître la cause. Donc, vous êtes sûr que quand elle a fait la recette une autre fois, elle a fait le poisson entier. Parce qu'elle savait maintenant pourquoi on coupait la queue. On transmet des choses comme ça à nos enfants. On transmet des habitudes. On transmet des croyances. Souvent, même sans même expliquer quoi que ce soit. L'enfant, il nous regarde agir. Et cette jeune fille, elle a regardé sa mère se comporter comme ça. Donc, elle aussi, elle a répété le geste. Et sa mère, elle, a regardé sa mère aussi couper. Et donc, elle aussi, elle coupait sans même savoir pourquoi. Sa maman coupait, donc on coupe. Et donc, il y a des habitudes comme ça qu'on transmet à nos enfants. Il y a des comportements qu'on transmet à nos enfants qui vont les transmettre aussi à leurs enfants. Et souvent, il y a des fausses informations qu'on transmet à nos enfants qui vont les transmettre aussi aux leurs. Il y a de mauvaises habitudes que nous prenons avec le temps, que nous allons transmettre à nos enfants sans même le savoir. Des habitudes que nous avons eues de nos parents, que nous avons observées, nous avons recopié les mêmes choses et nos enfants, ils vont faire la même chose. Donc, j'ai utilisé cette image-là juste pour vous montrer comment est-ce que, sans le savoir, on peut amener nos enfants à aimer quelque chose ou à détester quelque chose. Si moi, ma fille, voit que je ne parle pas avec la voisine, mais elle va détester la voisine, sans même savoir pourquoi. Si elle me voit aller chez une voisine, elle me voit amie à la voisine, elle me voit très proche de la voisine, elle va aimer cette voisine-là, sans que je lui dise « aime-la ». Le contraire est aussi valable. Et moi, si je n'aime pas la voisine de ma mère, parce que ma mère ne s'entend pas avec cette voisine, ça sera un peu difficile que je m'entende avec ses enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous suivez un peu mon raisonnement? Et puisque je ne vais pas m'entendre avec les enfants de la voisine, mes enfants, ils ne vont pas s'entendre avec les enfants des enfants de la voisine. Et de génération en génération, nous allons transmettre comme ça des inimitiés, nous allons transmettre comme ça des amitiés sans savoir où ça a commencé, sans savoir pourquoi, etc., etc. La Côte d'Ivoire existe depuis 1960, je veux dire officiellement. En combien d'années, la Côte d'Ivoire n'est pas si vieille, mais combien d'histoires ont été transmises de génération en génération sans même qu'on sache pourquoi? Combien d'inimitiés ou bien combien d'ennemis, sans le savoir, nous avons transmis à nos enfants? Combien d'amitiés, combien de familles d'amis nous avons créées et que nous avons entraîné nos enfants dans notre sillage? Combien? On n'en saura rien. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est arrivée à la croisée des chemins. Il semble que la Côte d'Ivoire est divisée en deux parties, ceux qui sont pour ceci et ceux qui sont contre ceci. Si moi, en tant qu'individu, j'avais une amie avant et qu'aujourd'hui on ne se parle plus parce que je pense qu'elle est du côté de ceux qui font ci ou bien de ceux qui font ça,
Est-ce que vous pensez que mes enfants vont être amis aux enfants de cet ami? Non. Non. Et nous assistons à ça, mais nous ne mesurons pas les actes que nous posons aujourd'hui. Nous ne les mesurons pas. À cause de la politique, aujourd'hui, nous empruntons des chemins, mais nous ne calculons pas les répercussions que ça va avoir sur nos descendants. Aujourd'hui, il y a une partie de la Côte d'Ivoire qui pleure. Et il y a une autre partie qui s'en fiche éperdument. Vous pouvez pleurer comme vous voulez. Il y en a qui disent qu'on n'est même pas en deuil. Parce que j'ai fait un jour une publication où j'ai dit que la Côte d'Ivoire est en deuil. Quelqu'un est venu, je ne vous dirai pas le nom, vous allez tout de suite imaginer de quel nom il s'agit. La personne a dit que la Côte d'Ivoire n'est pas en deuil. Pendant qu'il y a une partie de la population qui pleure, il y a une autre partie qui s'en fout. Mais les enfants que nous avons avec nous, nous qui sommes adultes aujourd'hui, et qui regardent ce qui se passe, qui regardent le comportement de leurs parents, qui ne s'émeuvent pas de ce qui arrive à une autre partie de la population. Ces enfants-là, quel genre d'enfants nous sommes en train de créer? Des enfants insensibles. Mais nous ne nous rendons pas compte. Nous sommes embarqués dans quelque chose et nous nous plaisons dedans. Mais demain, quel genre d'enfants nous allons créer à cause de nos choix politiques d'aujourd'hui, qui nous ont complètement bouché le cerveau, qui nous ont complètement phagocyté le cerveau, qui nous a fait oublier que demain existe. À cause d'un individu qui est de passage aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est divisée en deux. Je vais utiliser une deuxième image. J'étais au CE1. C'était, je crois, en janvier ou en février 1977. Pour ceux qui sont de ma génération, qui sont en train de me suivre, c'est sûr que vous allez vous rappeler. Notre maîtresse, moi j'avais une maîtresse au CE1, j'étais à l'école primaire, école pilote à Cocody-Val-Doyen. Et un matin, notre maîtresse nous a dit qu'il fallait qu'on regarde dans nos habits, les habits qui ne nous faisaient plus, ou bien les habits qu'on n'aimait plus, il fallait qu'on les emmène à l'école. On allait les envoyer au nord. Il y a une ville au nord où il y avait eu du feu. Il y avait eu un incendie. Et puis ça avait ravagé plusieurs villages. Or, on sait que janvier, février, c'est l'harmattan. Et dans le nord, l'harmattan, il est sec. Et les feux de forêt, ils se multiplient très vite. Et donc, dans ce village-là, il y avait eu un incendie. Enfin, ce n'était pas un seul village en plus. C'était une région qui était passée au feu. Que ceux qui sont de ma génération, qui écoutent, s'ils s'en souviennent, essayez de valider ou de confirmer. C'est que si moi, je me souviens très bien. Et je suis arrivé à la maison, puis je l'ai dit à ma soeur, parce que moi, j'ai grandi avec ma soeur. Elle dit oui, qu'on a dit ça à la télévision. On a dit à la télévision, on a donné l'information à la télévision qu'il y avait eu un incendie dans une région du nord. Je ne me rappelle pas la zone, mais c'était au nord. Et qu'on demandait à la population sa solidarité. Donc tout le pays s'était organisé pour envoyer des habits, de la nourriture et tout ça vers cette zone-là. J'étais au CE1. On a dit à la télévision qu'il y a une région où il y avait eu du feu qui avait brûlé dans des endroits. Les gens avaient tout perdu. Ça veut dire que des villages entiers avaient été rasés par les flammes. C'était dû au feu de brousse et c'était pendant l'harmattan. Donc tous les enfants, nous là, donc ma soeur, on a fouillé dans nos habits là, on a regardé ce qui était chose, et puis on a envoyé ça à l'école. Le lendemain ou bien le surlendemain, l'école était pleine, les enfants avec des sacs, des bagages, on dit on envoie ça au nord. J'ai des frissons. On avait dit ça à la télévision. On avait appelé les Ivoiriens à avoir de la solidarité avec une région du pays. C'était au nord de la Côte d'Ivoire.
C'était au nord de la Côte d'Ivoire. C'était en 77. Je me souviens très bien de certains détails qui font que je dis que c'est en 77. À la télévision, on a dit. À la télévision, on a dit, envoyez des vivres et des non-vivres à vos frères qui viennent de traverser une difficulté, un cas de force majeure. Mais moi, en tant que petite fille, qu'est-ce que j'ai retenu de ça? La solidarité. Sans qu'on me l'ait dit, on m'a dit de façon détournée que quand ton frère pleure, tu dois pleurer avec lui. Quand ton frère est dans les difficultés, tu dois le soutenir. À travers cet appel national qui avait été fait pour une zone d'un pays, tout le monde s'était mobilisé. Moi, je me rappelle, sur l'estrade, là où il y a le tableau, là, tout était plein de sacs. Chaque enfant voulait envoyer le plus d'habits. Chaque enfant voulait envoyer le plus d'habits là-bas, au nord. Parce que c'était touchant. Et la manière dont l'enseignante avait donné l'information, là, moi, j'étais pressé d'arriver à la maison pour aller voir dans mes habits là-bas, les chaussures et tout. Tout! Il fallait qu'on envoie. C'est ça qu'on appelle un pays. C'est ça qu'on appelle un pays. Quand on est à la tête d'un pays, c'est ce genre de comportement qu'on doit avoir. À l'époque, c'était le président Houphouët-Boigny qui était là, paix à son âme. S'il n'avait pas permis, est-ce que ça allait arriver? Si ça ne faisait pas partie de sa façon, de sa conception de la vie et du vivre ensemble, ça n'allait pas passer à la télévision, s'il ne l'avait pas permis. Je me souviens, au temps du président Bédier, je ne sais pas s'il y avait eu ce genre de choses, je ne me souviens pas trop. Mais je me rappelle qu'il y avait eu un accident au stade Félix Houphouët-Boigny lors d'un match des éléphants. Il y avait eu une bousculade et puis il y avait eu des morts. Vous vous souvenez, c'est pas loin là. Et le président Gbagbo, on avait fait des funérailles nationales pour ces gens qui sont morts au stade. Et lors de la manifestation, lors des obsèques officielles, le président Gbagbo était assis sous la patame ou sous les bâches là. La cérémonie était tellement émouvante que le président Gbagbo a éclaté en sanglots. Dès qu'il a éclaté en sanglots, tous ceux qui étaient là ont commencé à pleurer. Parce que c'était lui le président. S'il n'avait pas pleuré, les gens n'auraient pas eu le courage de pleurer. Les gens auraient pleuré discrètement. Mais le fait qu'il a éclaté en sanglots, ça voulait dire quoi? Qu'il se sentait concerné par ce qui arrivait à une partie de sa population. Un accident bête. Un accident, c'est quelque chose qu'on ne prévoit pas. Les gens étaient allés regarder un match. Ils sont morts, piétinés par d'autres. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas calculé, mais c'est arrivé. Et ces personnes ont eu des funérailles nationales. Avec à la tête le chef de l'État, le président, le garant de la société, de notre société. Il a pleuré. Tout le monde a pleuré. Tout le monde s'est senti pleurer. Tout le monde s'est senti emporté dans cette douleur nationale. C'est comme ça. Quand on dit on dirige un pays, c'est comme ça qu'on agit. Depuis des années, il y a des morts en Côte d'Ivoire. Depuis des années, il y a des gens qui sont en prison. Depuis des années, il y a des Ivoiriens qui sont en exil. Et il y a quelqu'un qui est à la tête du pays qui s'en fout comme de son premier caleçon. Mais lui, c'est pas grave. Je vais m'adresser à ceux qui sont à la tête du pays aussi, qui sont à la tête d'organisations, qui sont à la tête comment on appelle ça,
qui sont à la tête d'organismes et tout, étatiques. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Hein. C'est de la Côte d'Ivoire il s'agit. Et la Côte d'Ivoire a perdu des enfants depuis quelque temps. C'est-à-dire 2002, tout ça là. Ça là, c'est déjà connu. On sait ça. Ça est dans les archives. Guy Trozon, Naïbli, tout ça là. On sait, ça est dans les archives. Mais ce qui arrive maintenant là, il y a une partie d'Ivoiriens qui s'en fichent. Il y a des gens qui pleurent actuellement. Et il y a une partie de la population qui s'en fout. Et cette partie de la population, elle va vivre comment demain? Parce que les enfants que vous êtes en train de créer, ces enfants insensibles que vous êtes en train de créer, insensibles à la douleur de l'autre. Je parle des Ivoiriens qui sont dans des organisations, des Ivoiriens qui sont à la tête de certains ministères, des Ivoiriens qui sont directeurs de ceci et de cela, des Ivoiriens qui font partie de l'appareil de gouvernance. Je ne parle pas de celui qui dit être à la tête de la Côte d'Ivoire. Ce n'est même pas de lui que je suis en train de parler. Parce que lui, il n'est pas dans ma pensée. Je m'adresse à certains Ivoiriens. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, il s'agit de vos concitoyens qui sont en train de pleurer actuellement. Qui pleurent depuis longtemps, mais la vie continue. Demain, c'est quel genre d'enfants que nous sommes en train de créer? C'est quel genre d'adultes nous sommes en train de créer actuellement? Ces gens-là, ils seront insensibles demain. Ces enfants de 10 ans, 11 ans, qui vous entendent parler dans vos maisons, qui disent, oh, laisse-les, c'est faux, oh, c'est pas vrai. Parce qu'il y a un qui a dit que la Côte d'Ivoire n'est pas en deuil. Les enfants que nous mettons au monde, là, ils entendent tout ce qu'on dit. Pendant qu'on reçoit un visiteur, on parle. Les enfants, ils entendent. Les enfants, ils entendent. Et on les fabrique comme ça. Parce que moi, supposons que j'étais allé à la maison, quand j'étais au CE1, là, supposons que je suis arrivé à la maison et puis j'ai dit à ma soeur, ah, paix à son âme, je disais, ah, que on dit d'envoyer des habits, qu'il y a une ville qui est brûlée, puis ma soeur disait, oh, laisse ça. Imaginons. Elle disait, non, faut pas t'occuper de ça, c'est pas important. Qu'est-ce qu'elle aurait créé en moi, en tant qu'enfant? D'abord, j'aurais été choqué parce que quand l'enseignante nous a dit ça en classe, j'étais pressé d'arriver à la maison. Dans ma tête, j'essayais de voir dans mes habits là, ce que j'allais prendre pour envoyer là-bas. Sans même savoir où c'était. Supposons que ma soeur avait dit, oh, laisse ça. J'allais être choqué en tant qu'enfant, mais j'allais finir par croire qu'elle a raison parce qu'elle est adulte. C'est comme ça qu'on crée les futures générations. On n'a pas besoin de dire à un enfant, va. Mais nous, en tant qu'adultes, nous avons des attitudes qui amènent les enfants à avoir un certain comportement. Quand ils sont enfants, quand ils sont adolescents et quand ils deviennent adultes. Les adultes que nous sommes en train de fabriquer actuellement, on va les découvrir dans 10 ans. Des gens sans compassion, des gens sans cœur, des gens méchants, des gens égoïstes. C'est ça que nous sommes en train de fabriquer actuellement, avec ce qu'on appelle la politique. C'est la politique qui a ouvert votre poitrine et puis qui a enlevé le cœur que Dieu a mis dedans là. Et c'est la politique que vous faites comme ça. Quand vous refusez à certains le droit de dire non, quand vous refusez le droit à certains de dire je ne veux pas, je ne suis pas d'accord, quand vous refusez même aux autres, à vos compatriotes, la possibilité ou le droit de pleurer quand ils ont mal, quand on bafoue la douleur d'un peuple, quand une partie de la population rit de la douleur d'un autre, qu'est-ce qu'on veut créer pour le futur? C'est à vous, Ivoiriens, que je pose la question. Vous qui êtes aujourd'hui dans
à la tête aussi, qui décidait, c'est quel genre d'Ivoirien vous voulez créer demain. Vous vous dites que vos enfants ne vont pas vivre en Côte d'Ivoire. J'ai cherché une vidéo que j'avais vue il y a quelque temps, mais je ne l'ai plus trouvée, la vidéo. Et on dirait qu'elle a été supprimée de YouTube. C'est le fils de Bokassa qui vit en Belgique, qui est sans domicile fixe. Pourtant, on sait qui était Bokassa. On sait qui était Bokassa. On sait qu'est-ce que Bokassa avait. Il se disait empereur, soutenu par la France, jusqu'à destin et tout ça, et puis ceci et cela. Mais son enfant, qui est devenu un adulte vieux même, il est sans domicile fixe en Belgique. Donc vous qui croyez que aujourd'hui vous êtes au pouvoir, vous êtes premier ministre, vous êtes ministre, vous êtes ceci, directeur de ceci, directeur de cela, et vous refusez aux autres le droit de pleurer. Vous refusez aux autres le droit de manifester. Vous leur refusez ce droit parce que, selon vous, vous faites la politique. Et demain, vous croyez que vous avez tout réglé pour vos enfants. Vous avez acheté des maisons à l'extérieur. En France, au Canada, il y en a plusieurs ici. Mais le demain là, vous ne le maîtrisez pas. Le demain là, vous ne le maîtrisez pas. C'est à vous que je parle ce matin. La jeune fille qui a vu sa mère couper la queue du poisson, sa mère ne lui a pas dit pourquoi elle coupait le poisson. Parce qu'elle-même, elle ne savait même pas pourquoi elle coupait le poisson. Pourquoi elle coupait la queue du poisson. Mais c'est simplement parce que sa maman à elle, c'est-à-dire la grand-mère de la jeune fille, était pauvre quand elle était mariée à son grand-père, elle était adulte. Elle avait un petit poêle. Elle n'avait pas assez d'argent pour acheter plus gros. Donc elle était obligée de couper la queue du poisson pour faire la recette. Mais sa maman, voyant sa mère faire, elle s'est dit que c'est ça qui est normal. Donc elle aussi, elle est devenue adulte, quand elle s'est mariée, elle coupait la queue du poisson. Et cette jeune fille, quand elle s'est mariée à son tour, elle a coupé la queue du poisson alors qu'elle avait l'instrument, elle avait, comment on appelle ça, l'ustensile nécessaire pour faire cette recette, mais elle a coupé la queue du poisson, sans même savoir pourquoi on coupait. Parce qu'elle a vu sa mère faire. Qui a vu sa mère à elle faire. Donc c'est comme ça, par nos façons de faire, que nous impactons nos enfants. Nous les impactons à travers ce que nous disons. Nos causeries avec nos amis qu'on reçoit chez nous, à qui nous disons des choses. Je me rappelle, en 2003, quand il y a eu la tentative de coup d'État qui s'est mis en rébellion, et puis il y a eu ceci, et puis il y a eu cela, j'étais allé chez une amie, une collègue. C'était l'anniversaire de sa fille. Une collègue du nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Du nord-est de la Côte d'Ivoire. Et puis, quand on a fini de faire la fête et tout, au moment où moi je devais partir, je lui ai dit, prends mon bord. La petite va avoir 5 ans. Je lui ai dit, prends mon bord. La petite dit, nous on ne prend pas bord ici. Regardez le visage que la petite de 4 ans, 5 ans a dit. Nous on ne prend pas bord ici. Parce que pour elle, prendre le bord, ça représentait son ennemi. Mais sûrement qu'elle entend, parce que je sais de quel côté ma collègue était, dans quel genre de pensée elle était, mais c'était ma collègue, puis c'est une Ivoirienne, donc sa fille a fait son anniversaire, elle pouvait partir, il n'y avait pas de problème. Mais la petite, puisqu'elle entendait ses parents tenir un certain nombre de propos, pour elle, bon là, on ne fait pas ça chez eux. Parce que bon, ça représente quelque chose de mauvais, c'est pas bon. Et c'est comme ça que nous transmettons des choses à nos enfants qui ne savent même pas c'est quoi. Et puis eux aussi vont marcher dans nos pas. Je vois souvent des gens qui viennent faire des commentaires sur mes vidéos. Quand tu vas voir leurs photos, ce sont des enfants peut-être de 21 ans, 22 ans, qui ne savent rien de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ils sont nés en quelle année? 99, 98, ou peut-être 2000.
Ils ne savent rien de la Côte d'Ivoire. Mais regardez, écoutez, lisez leurs commentaires. Oui, en notre temps, au temps de Gbagbo, on tuait les opposants. Est-ce qu'on pouvait manifester? Mais ils savent rien de l'histoire. Mais ils répètent ce qu'ils ont entendu. Donc, si les parents sont en train de véhiculer un mensonge, les enfants, ils s'en vont. Prends mon bord, Fred Lapidus, c'est saluer avec le... comme ça. Ça dit, quand moi je te dis, prends mon bord, tu fais la même chose comme ça, et puis nos deux mains se croisent. C'est une sorte de salutation. Et donc, si le parent ment, ou si le parent véhicule de fausses informations, l'enfant, lui, il ne peut pas vérifier que c'est vrai ou c'est faux. C'est son père qui a dit, c'est sa mère qui a dit. Donc, c'est ça qui est la vérité. Et il le répète sans même savoir. Toi, tu es né en 99, là, tu sais quoi de la Côte d'Ivoire? Tu es né en 2000, tu sais quoi de la Côte d'Ivoire? Mais c'est toi qui vas venir faire des commentaires. Autant de Gbagbo, on tuait les opposants. Autant de Gbagbo, on ne pouvait pas manifester. On nous tuait, on nous emprisonnait. Mais parce que son parent a dit. Et il est convaincu, on ne peut pas lui en vouloir. Il est convaincu que c'est la vérité parce que c'est papa qui a dit, parce que c'est maman qui a dit. Parce que tanti est venue, elle a parlé de ça avec maman. L'enfant, il jouait à côté, c'est rentré dans ses oreilles. On nous a appris, moi on m'a appris la solidarité. On m'a appris la compassion, avoir de la compassion pour l'autre. J'ai grandi avec ça. Mais les enfants d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous leur enseignons? Si au sommet de l'État, on n'enseigne pas aux enfants à véhiculer les bonnes valeurs. Si au sommet de l'État, on ne peut pas s'arrêter et puis pleurer des morts. Il y a eu des inondations. Il n'y a jamais eu un drapeau en berne. Il n'y a jamais eu un seul jour de deuil national. Et c'est des habitudes comme ça que nous entraînons. Et sans le savoir, ça devient des habitudes. On sera surpris dans 20 ans qu'on ne fasse pas de journée de deuil quand il y a un drame national, une inondation qui tue des gens dans un pays. Il n'y a même pas un drapeau en berne. On ne décrète même pas une journée nationale, une journée de deuil national. C'est comme ça qu'on prend les habitudes. C'est ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire demain. C'est ce que nous voulons. Quand l'autre pleure, on rit. C'est ce qu'on est en train d'enseigner aujourd'hui à la prochaine génération. Et nous, en tant que parents, qu'est-ce que nous véhiculons à nos enfants? Nous qui permettons à nos enfants d'aller découper d'autres. Nous qui permettons à nos enfants d'aller décapiter d'autres. Sous prétexte que ces autres-là ont dit qu'ils vont nous tuer. On ne vérifie pas l'information. Mais aller tuer un être humain, c'est devenu chose facile. Depuis quelques années en Côte d'Ivoire. Et on est en train de trimballer ça. On est en train de donner ça à la future génération. Nous sommes sur une pente très dangereuse pour le futur. Nous sommes sur une pente très dangereuse pour les futures générations en Côte d'Ivoire. Moi, on m'a appris la compassion. On m'a appris la compassion. Aussi loin que je me souvienne, ma première expérience de la compassion devant la douleur de l'autre, c'est en classe de CE1. Quand il y a eu un incendie au nord de la Côte d'Ivoire et on nous a demandé d'envoyer nos habits, on va donner aux autres. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit à ma soeur, elle m'a dit oui, qu'on a dit ça à la télévision. La télévision véhicule quel genre de message aujourd'hui la Côte d'Ivoire? Quel genre de message on véhicule à la télévision? La télévision a un grand impact sur les enfants. Sur le petit cerveau des enfants qui emmagasine beaucoup toutes les informations que nous véhiculons. L'enfant, son cerveau fait le tri. C'est de cette Côte d'Ivoire-là que tu veux demain? Ok. Ceux qui parlent, ils parlent. Ceux qui doivent parler, ils parlent. Ceux qui doivent attirer l'attention, ils attirent l'attention.
J'attire ton attention aujourd'hui, Côte d'Ivoire, sur le chemin dangereux dans lequel tu t'es embarqué, au nom soi-disant de la politique. Et toi qui es ministre aujourd'hui, toi qui ris de ce qu'on a emprisonné un tel, de ce qu'on le torture, tu dis c'est bien fait pour lui. Que Dieu entende tes paroles. Que celui qu'on a décapité, que celui dont on a brûlé la maison, que celui dont on a brûlé le commerce, qui pleure, qui gémit, qui regarde à gauche et à droite et qui n'a personne, qui a en face de lui une partie de sa population qui rit de ce qui lui arrive. Ces gémissements, la nature et le cosmos les entendent et les enregistrent. Tous les actes que tu poses aujourd'hui, tu te le fais peut-être pour tes enfants. Mais feu Bokassa, l'empereur Bokassa, qui donnait le diamant, à Giscard d'Estaing. Il n'a pas pensé que son fils allait être sans domicile fixe aujourd'hui. Un monsieur qui a peut-être 60 ans ou 70 ans, qui est sans domicile fixe. Pourtant, c'est le fils de Bokassa. Donc aujourd'hui, vous faites tout ce que vous avez à faire, les Ahmed Bakayoko, les Hachi Patrick, les Kone Marietou, tout cela. Vous préparez peut-être pour vous l'avenir de vos enfants. Vous achetez des maisons à l'extérieur du pays. Mais face à vous, il y a des gens qui gémissent. Il y a des gens qui pleurent. Vous, vous êtes contents. C'est ce que vous êtes en train d'enseigner à vos enfants. Le manque de compassion. Même quand on fait la guerre, il y a des lois dans la guerre. On fait un couloir humanitaire pour aller porter secours. Ça existe. Il y a des lois qui régissent la guerre. Mais chez nous, nous sommes en train d'enseigner à nos enfants à avoir une pierre dans la poitrine à la place du cœur par nos actions, par nos actes. Celui qui pleure parce qu'on a tué son frère, sa mère, calcinée, tout ça. Puis toi qui es de l'autre côté, qui dit c'est bien fait pour vous. Vous avez envoyé les enfants dans la rue. C'est vous, c'est votre faute. Dieu est au-dessus de nous tous et il regarde. Faisons attention à ce que nous disons dans nos maisons. Nous pensons que les enfants n'entendent pas. Nous pensons que les enfants ne retiennent pas. Des petits gestes. Moi, j'ai retenu le geste là. 77, ça fait combien d'années? J'étais au CE1. Je n'ai jamais oublié qu'on nous avait dit qu'il fallait envoyer des habits à des gens dont la maison a brûlé. Et puis on a fait. On était content de faire. Ça avait été dit à la télévision. C'est comme ça qu'on crée un sentiment de compassion dans le cœur des enfants. Parce qu'on a dit ça à l'école. On aurait pu ne pas envoyer ça à l'école. C'était suffisant à la télévision. Mais à l'école, le lendemain, là, on a envoyé nos bagages, nos affaires. On nous a enseigné de façon détournée qu'il fallait avoir de la compassion pour celui qui pleure, pour celui qui est dans les difficultés. Aujourd'hui, on dit, c'est bien fait pour vous. C'est vous qui avez envoyé les enfants dans la rue. C'est vous qui avez tué ceci. C'est vous qui avez tué cela. Des gens pleurent. Dans un pays, on ne prend pas la peine de s'arrêter et puis de dire quelque chose. Pour ceux qui ont mal, la vie continue. Nous n'allons pas l'emporter au paradis. Ce que nous allons emporter, c'est notre âme. Et ce que nous allons laisser, c'est notre nom. Tous les biens que nous avons aujourd'hui, tous les testaments que nous pouvons signer aujourd'hui, vous payez les maisons à l'extérieur. Les maisons, on peut mettre la main dessus demain. On voit ça. Les gens, ils payent les maisons un jour, puis la France met la main dessus, tu ne peux plus prendre. C'est ce que vous voulez pour vos enfants. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne journée. C'est le message que j'avais envie d'envoyer aujourd'hui. Les habitudes que nous avons, que nous transmettons à nos enfants et qui ne savent même pas pourquoi. Cette jeune dame qui ne savait pas pourquoi on coupait la queue du poisson, c'est simplement parce que sa grand-mère était pauvre, qu'elle ne pouvait pas avoir un ustensile plus grand pour faire le poisson, donc elle coupait. Elle a vu ça, elle dit, donc comme ça s'est fait.
Elle avait l'ustensile nécessaire parce que son mari était riche, mais elle était obligée de couper la queue du poisson. Parce que c'est ce qu'elle avait vu faire. Et à la tête d'un État, un président d'une république, quand son peuple pleure, il se met avec. J'ai l'exemple du président Laurent Gbagbo, que j'ai vu pleurer quand il y a eu la bousculade au stade Félix Houphouët-Boigny. Pendant les funérailles nationales de ces gens qui sont morts, le président Gbagbo a pleuré. Et son peuple avec lui. C'est par des petits gestes comme ça qu'on comprend celui qui a le cœur dans la poitrine et celui qui a une pierre à la place. Enseignons la compassion à nos enfants. Enseignons-leur la compassion. La compassion, ça n'existe plus en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce que l'équipe dirigeante n'en a pas pour ses concitoyens. M. Afin N'Guessan, on ne sait pas où il est. C'est normal, la vie continue. Qu'est-ce qu'il vit tous les jours? On n'en sait rien. Sous prétexte qu'il a dit non, ça donne le droit d'attenter à sa vie, à sa liberté. Aller bloquer les maisons des gens. Ils sont en prison dans leur propre maison. Et il y en a qui applaudissent parce qu'on dit on ne veut pas de quelqu'un. Ça donne le droit d'ôter la vie à l'autre. Vous êtes muet en Dieu. Vous, c'est vous qui décidez qui doit vivre et qui ne doit pas vivre. C'est ça qu'on est en train d'enseigner à nos enfants. Les enfants de 8 ans, 9 ans qui sont devant la télévision puis qui regardent là. C'est ça qu'on est en train de leur enseigner. C'est ce genre de société que nous voulons demain. Que Dieu nous bénisse. Je vous souhaite une très bonne journée. Et la réflexion continue de se poursuivre pour la Côte d'Ivoire. Ceux qui seront vivants, ils vont voir où ça va venir, où ça va nous envoyer. Ceux qui seront partis avant, ils ne verront pas. Prions que nous soyons vivants pour voir où ça va envoyer. Prions pour voir ce que ça va donner. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Bonne journée. Je vous aime. Bye.